Et ben voilà, on est live sur le groupe Atypique Family. Tiens, j'ai envie de me mettre sur mon téléphone portable, histoire de voir que... Voilà, ok. Ah, ouais, on te voit mieux sur le téléphone que moi, je te vois sur mon ordi. C'est pas top, mais Parfait. ok. Ok, bonjour les amis. Alors voilà, ça arrive petit à petit. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si le son fonctionne. Si vous en... Ah bah voilà, hello. Est-ce que le son est bon? Et si le son est bon, voilà, ça arrive. Salut Florence. Bonjour Marion. On a les commentaires en direct, c'est trop cool. Ouais, c'est bien. Eh ben voilà. Salut Greg. Ah, attention, on a des entrepreneurs, on a les entrepreneurs sévères. Ok, cool. Bon bah c'est bon. Ok. Ok, donc bah rebonjour Gabriel. Hello! Alors, je suis particulièrement content déjà parce que c'est toi et parce que j'aime faire des interviews. Donc en fait, ce qu'on essaye de faire sur Atypique Family, c'est de se créer une vie sur mesure. Donc ça veut dire une vie professionnelle sur mesure. Et donc pour ça, ça suppose un peu de faire mentir les statistiques où il y a beaucoup d'échecs sur le plan entrepreneurial. D'ailleurs, échec, ça mériterait de dire c'est quoi un échec parce que du coup, on peut échouer, rééchouer et réussir derrière. Et c'est surtout celui-là qui compte. Mais bon, Absolument. voilà. Donc, en tous les cas, ces interviews servent à augmenter en fait l'inspiration du fait que c'est possible et augmenter l'énergie et puis éventuellement déglinguer quelques croyances limitantes, soit sur le parcours d'entrepreneuriat, soit ta spécialité qui va être l'investissement et l'argent. Donc voilà en gros le plan. Sacré Est-ce programme. Ouais, voilà. Est-ce que alors je te dis tout de suite, j'ai eu beaucoup de questions. Super. Non seulement j'ai les miennes, mais en plus voilà. Donc ça y est, je vois ça y est, les plusieurs dizaines de personnes qui arrivent. Donc avant que tu te présentes, j'ai envie de faire un petit peu de, je sais pas comment on va dire, pas du teasing, mais un petit peu de provocation. Les amis, est-ce que tout le monde a son livre, le livre de Gabriel, Mes secrets d'investisseur? Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas, ben, je vous invite à évidemment l'acheter. Où est-ce qu'ils peuvent... Ah, on a un problème de... Non. Oh, bah, Je l'image... suis revenu. Voilà. OK, l'image est encore Ah, mieux. Donc, je sais pas si tu m'as parfait. entendu quand je parlais de ton Non, livre. mais c'est parfait. Merci d'avoir fait le teasing. Bon, alors, donc, les amis qui n'ont pas le livre, c'est pas bien. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Moi, j'ai souligné pas mal de trucs. Bon, bref, Ah, cool. voilà. Donc, voilà, j'en parlerai à la fin. Puis du coup, toi, tu vas nous en parler aussi. On va rentrer en profondeur, mais est-ce que tu veux bien nous dire quelques mots un peu de ce que tu as envie, de qui tu es aujourd'hui, ce que tu fais, même si les gens savent, mais dis par toi, ça va être plus précis. Ouais, avec plaisir. Donc, je m'appelle Gabriel Jarosson. Je suis avant tout un entrepreneur. Donc, on peut tout à fait parler d'entrepreneuriat. Et je suis un serial entrepreneur qui a beaucoup, beaucoup échoué. Donc, on peut tout à fait parler d'échecs, même avec grand plaisir, parce que c'est vraiment mes échecs qui m'ont amené là. Donc, je pense que c'est quelque chose que beaucoup voilà, reconnaîtront. Je suis ingénieur de formation, même si j'ai jamais exercé le métier d'ingénieur. J'ai toujours donc été entrepreneur. Et puis, depuis 3 ans et demi maintenant, je suis donc le fondateur de Léonis Investissement, ce qui m'a amené à faire diverses choses, notamment à être youtubeur, ce qui est assez marrant. Et Léonis Investissement, c'est donc un club privé au travers duquel on investit donc avec les membres du club dans des startups dans la Silicon Valley, avec des montants assez accessibles pour tout un chacun et en se réunissant tous ensemble. Donc l'idée, c'est que l'union fait la force. On a investi depuis 3 ans un peu plus de 6 millions de dollars, dont 5 millions cette année. Donc on est sur une belle exponentielle. On va investir à peu près 10 l'année prochaine. Voilà, en 2 mots. Ok. Bon, alors comme je sais que parce que le challenge d'un intervieweur, c'est d'essayer d'obtenir la vérité.
Mais comme toi, je te connais un peu, je sais que j'ai pas besoin d'aller gratter. Tu vas nous la servir sur un plateau. Absolument. Alors Absolument. j'ai envie de poser des questions par rapport à un peu par rapport au bout du chemin, puis on va revenir après au début. Pour moi, je trouve que tu es jeune et que tu fais un métier comme pour d'autres, tu vois, qui peuvent avoir des méthodes justement de développement personnel innovantes ou des méthodes de thérapie innovantes ou des technologies innovantes. Donc, en gros, moi, je connais pas des clubs d'investisseurs en France comme toi, tu le fais. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'innovation quelque part, moins dans le mindset et tout, d'envisager tout ça. Et non seulement donc tu es jeune, tu es sur un modèle qui n'est pas connu, en gros. Et en plus, tu as su aller gagner la confiance d'une partie de la Silicon Valley. Donc là, on commence à rentrer dans l'indécence quand même. Donc, tu vois, moi, quand je coach un entrepreneur, je lui dis, en fait, par exemple, si tu es un jeune coach sportif, faut surtout pas te comparer aux coachs qui ont 20 ans de plus, mais plutôt faire en sorte que tu te débrouilles pour qu'on te choisisse pour ce que tu es. Et si tu es jeune, tu es jeune. Et donc, comment toi, tu vis et quelles sont les décisions que tu prends par exemple, parce que tu vois, dans le groupe Léonis, si on fait les stats, il y a quand même pas mal de gens plus âgés que toi qu'il faut que tu convaincs. Et en plus, il faut que tu convaincs des gens qui sont hyper bons dans leur business à la Silicon Valley avec Y Combinator, etc. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Écoute, alors, il y a deux choses. Effectivement, c'est une vraie question. Il y a deux choses. C'est effectivement, on pourrait appeler ça comme une place de marché, c'est-à-dire que je dois convaincre des investisseurs, des entrepreneurs, et moi, je suis au milieu et je dois mettre tout le monde en relation. C'est pas des débutants. Voilà. Enfin, alors, les investisseurs, certains sont des débutants, mais les entrepreneurs, non. Ça, voilà, ils en sont pas à leur coup d'essai. Ce qui est certain, il y a un des deux cas pour lequel c'est très facile, c'est convaincre les investisseurs français de rejoindre le club. Pourquoi? En fait, c'est facile, parce qu'en fait, un petit peu par hasard, mais tu l'as dit, il n'y a pas d'autres groupes. En fait, ce que je fais est absolument unique. Et donc, en fait, c'est pas très compliqué de ce côté-là de dire, si vous voulez investir dans la Silicon Valley, rejoignez mon club, parce que je suis vraiment le seul et l'unique à le faire. Alors, j'ai eu vraiment une chance inouïe de tomber sur ce créneau, mais c'est vrai que je me suis souvent fait la réflexion de me dire, c'est une bonne leçon à en tirer, c'est que si vous voulez qu'on vous choisisse, à la limite, faites quelque chose d'absolument unique. Et les gens n'auront rien si tu veux. Il n'y a aucune autre possibilité. C'est soit tu choisis de faire autre chose, de pas investir dans la Silicon Valley, mais si tu veux investir dans la Silicon Valley, tu es obligé de passer par moi, si tu veux. Donc j'ai une espèce de position de dingue. Et donc je pense que voilà, je me suis souvent dit, si je recrée un nouveau business, il faudrait que j'essaye de garder ce truc, de me dire, je suis vraiment le seul et l'unique sur ce créneau-là. Trouver un créneau où il y a vraiment que toi. Et comme ça, en fait, il n'y a pas de concurrence. C'est vraiment ça. De même que, tu vois, j'en sais rien, Google, il n'y a pas de concurrent. Facebook, il n'y a pas vraiment de concurrent. Et c'est des boîtes qui réussissent tellement bien. C'est ce que dit Peter Thiel dans son bouquin Zero to One. Il dit, pour réussir, il faut créer un monopole. Donc, c'est plus facile en tout cas de convaincre les investisseurs parce que je suis le seul. Alors, ça durera peut-être pas. Tu vois, ça fait 3 ans et demi et pour l'instant, je suis peinard. Et l'idée, c'est de toujours se différencier parce que il y a 3 ans et demi, quand j'ai créé, c'était des startups françaises. Aujourd'hui, il y a maintenant d'autres clubs sur les startups françaises. Donc, moi, j'ai été me différencier dans la Silicon Valley. Est-ce que demain, des gens vont venir me concurrencer dans la Silicon Valley? Et moi, je me suis déjà différencié, j'ai un coup d'avance sur les licornes, etc., etc. Donc, tu vois, maintenant, pour convaincre les mecs de la Silicon Valley, les entrepreneurs, là, effectivement, c'est une autre histoire, c'est une autre paire de manches. Je peux te dire que déjà, j'arrive pas à les convaincre à chaque fois. J'arrive pas à me placer sur tous les deals. Il y a des deals où je voudrais investir et les mecs me disent non, on a trouvé mieux, entre guillemets. Bon. Donc c'est aussi une affaire de volume et d'essais-erreurs. Mais j'arrive quand même souvent à me placer, comme tu le sais, comme tu le vois. Et il y a plusieurs raisons à ça. L'une des raisons, et donc on en revient à ce que je te disais en introduction, c'est que l'une des raisons, c'est que je suis entrepreneur. Et en fait, beaucoup de ces investisseurs, de ces financiers, même dans les fonds d'investissement de la Silicon Valley, c'est des financiers justement, des gens qui ont fait des études de finance, des études d'école de commerce, etc., et qui n'ont jamais monté de boîte. Et tout de suite, quand moi je suis fondateur, on se comprend en fait, et ils préfèrent souvent travailler avec un fondateur qui va comprendre ce qu'ils vivent que travailler avec un financier qui a jamais monté de boîte et qui peut pas savoir ce que c'est de l'intérieur. Donc il y a ça, il y a le fait que je suis ingénieur en informatique à l'origine, même si je m'amuse pas à coder, mais je comprends la partie technique
Et donc, je leur montre assez rapidement que je peux comprendre et que je peux les challenger. Et c'est pareil, c'est toujours plus agréable d'avoir un investisseur qui va vraiment comprendre la partie technique qu'un investisseur qui comprend rien à ce que tu fais. Okay. Et donc, toutes ces choses-là fait que je construis, si tu veux, finalement une certaine crédibilité. Maintenant, j'ai mon track record en plus des précédentes startups californiennes dans lesquelles j'ai investi. Voilà. Ok. Donc ce que je retiens en fait, c'est que comment tu as su utiliser ta vie d'avant entrepreneur pour challenger en fait les entrepreneurs dans la Silicon Valley, parce que en fait ce que je vois chez beaucoup d'entrepreneurs, tu vois, par exemple ils se disent je suis ingénieur, par exemple je deviens coach, ma vie d'avant en fait ça ne me donne pas de crédibilité pour être coach. Tu vois, je suis chef de projet avant et puis je vais être thérapeute, du coup non, ça me donne pas de crédibilité, alors que en fait du coup toi tu as vraiment su. Et moi c'est pareil, par exemple quand j'ai été entraîneur d'équipe professionnelle de basket pendant 15 ans et que du coup je devenais coach, j'ai mis ça comme si ma première vie n'existait pas et effectivement ça marchait pas. Et que du coup quand j'assume mon parcours de vie d'avant et que je le mets à la bonne place, effectivement ça donne autre chose en termes d'alignement. Et complètement, d'une part, et en plus d'autre part, ça peut justement permettre, on en revient au premier point, de créer quelque chose d'unique. C'est-à-dire, attends, moi je suis le seul coach qui te coach à travers le basket. J'en sais rien, par exemple. Et là, tu as un truc unique, c'est si tu veux du coaching au travers du basket, il y a que Nicolas en fait. Enfin, en tout cas au début, tu vois, au moment où tu te lances. Et donc c'est effectivement, moi je trouve ça intéressant de faire ce lien. Peut-être qu'on peut pas le faire systématiquement, mais peut-être qu'on peut le faire plus souvent que ce qu'on croit. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Et donc, du coup, est-ce que tu es parti avec l'idée de je vais trouver quelque chose unique parce que je ne veux pas être la pâle copie de quelque chose qui pourrait… Voilà, alors vas-y, tu as compris ma question. Non, écoute, l'idée c'était toujours enfin, comme j'ai créé une dizaine de boîtes, faut savoir, j'ai pas compté, mais j'ai créé à peu près 10 startups et j'en ai planté 8. Donc voilà, j'ai bien échoué, je me suis bien planté. Et en fait, ça m'a beaucoup apporté parce qu'à chaque fois que tu échoues, tu te poses la question, tu te remets en question et tu dis qu'est-ce qui a merdé? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le modèle? Ah, c'est sûrement un peu des deux. Donc, tu essaies d'avancer et de te dire comment je peux créer un meilleur modèle pour que la fois d'après, ça fonctionne mieux, que je fasse pas les mêmes erreurs, etc. etc. Et voilà, j'ai pas cherché à me différencier. Par contre, effectivement, si tu veux, après avoir échoué 8 fois, tu as une espèce de grille de lecture différente. Tu dis, je vais monter une boîte, mais tu peux pas monter n'importe quelle boîte. Tu dis, je vais monter une boîte, mais attends, ça j'ai déjà fait, ça marche pas. Ça j'ai déjà fait, ça marche pas. Ça j'ai déjà fait, ça marche pas. Donc, tu as une espèce de cadre beaucoup plus précis. C'est normal que quand tu démarres en partant de zéro. Pour autant, moi, l'idée, elle est pas venue en me disant, je vais créer quelque chose d'unique. En fait, d'ailleurs, quand je l'ai créé, je croyais que c'était unique pour me rendre compte après qu'il y a plein de gens aux États-Unis qui le faisaient déjà et même en France qui le faisaient déjà et qui le font encore plus maintenant. C'est vraiment venu, tu sais, on raconte les fondateurs qui ont un problème et qui veulent le résoudre pour eux-mêmes. Et en fait, c'est vraiment venu de là pour moi. C'est-à-dire que moi, je voulais investir dans des startups et dans des super startups. Et j'avais pas beaucoup d'argent. Je voulais mettre des petits tickets. Alors, 2000 euros, par exemple. Donc, c'est quand même une certaine somme, mais pour les startups, c'est tout petit. Hein. Un petit ticket, normalement, en startup, c'est 25 000, 50 000. Moi, je voulais mettre 2000. Donc, ce qu'on pourrait appeler un minuscule ticket. Et il y avait les plateformes en ligne qui acceptaient ce genre d'investissement, mais je me rendais compte que les meilleures startups, elles n'étaient pas sur les plateformes en ligne. Et donc, c'était ça que j'avais comme problème initialement. Je me disais, comment je fais? Alors, j'ai écouté que mon courage et je me suis dit, je vais les appeler. Je les ai appelés, coucou, c'est Gabriel, je voudrais investir chez vous, tu vois, des startups que j'avais identifiées. Et à ce moment-là, ils m'ont dit, écoute, certaines m'ont dit, reviens quand tu seras grand, et certaines m'ont dit, écoute, pourquoi pas, mais le minimum, effectivement, ça va être 30 000, 50 000, 100 000, que je n'avais pas. En parallèle de ça, j'ai eu une chance inouïe, si tu veux, c'est que j'avais ce problème-là et je me disais merde, comment je vais faire pour m'en sortir. En parallèle de ça, j'avais fait quelques opérations tout seul que j'avais réussi à faire et qui s'étaient très bien passées et ça s'est mis à générer pas mal d'intérêt autour de moi. Il y a plein de gens, des amis, des copains plus ou moins proches, plus ou moins des connaissances, etc., qui sont venus vers moi et qui m'ont dit waouh, t'as investi là, c'est super, comment t'as fait? Moi aussi, ça m'intéresse, etc., etc. Et c'est là où j'ai eu l'ampoule qui s'est allumée. Donc je me suis dit tiens, voilà, j'ai pas assez d'argent d'un côté, on va se mettre dans le cadre, voilà. De l'autre côté, j'ai tous ces gens qui veulent investir avec moi et qui savent pas faire. Moi, je sais faire. Eh ben, on va se relier. Et donc au début, j'ai créé ça avec une bande de copains. On était 7. Et voilà, 3 ans et demi plus tard, on est 320 et voilà. Ok. Mais c'était pas la recherche d'originalité, c'était plus un besoin pour moi et voilà.
Ouais, ok. Donc comme je dis, dans mes interviews, le début, on est autour des débuts de l'entrepreneuriat et le mot qui résume pour moi, c'est toujours des années ingrates. Donc, tu nous as déjà donné un peu ton parcours sur, bah, ok, je plante ça, du coup, j'analyse pourquoi, ok, ça peut marcher, ça peut pas marcher, etc. Mais est-ce qu'il y a eu des moments de découragement? Est-ce que pas? Est-ce qu'il y a eu un doute de repartir en mode salarié, ingénieur ou pas? Comment t'as, parce que voilà, huit boîtes plantées comment aux États-Unis, ce serait un peu, tu vois, normal. Mais voilà, est-ce que tu as été éduqué, est-ce que tu as été picousé à la mentalité américaine ou pas? Parce que, tu vois, comment tu as fait? Où a été Ouais. le moteur de la persévérance ou les croyances sur lesquelles tu t'es appuyé? En fait, moi, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs, mais je viens d'une famille où on m'a toujours dit il faut avoir des projets dans la vie. Donc finalement, des projets, c'est presque de l'entrepreneuriat si tu veux, mais il faut avoir des projets, il faut monter un projet humanitaire et partir. Des super vacances, etc., etc. Et alors, ce que je peux te dire, c'est que des découragements, oui, il y en a eu beaucoup. Parce que justement, alors moi je pense que mon éducation à l'américaine, je me la suis faite moi-même. J'ai eu la chance de parler anglais très jeune, et donc Mhm. voilà, je suis génération internet, ordinateur. J'ai eu mon premier ordinateur, je devais avoir 12-13 ans, tu vois, avec la DSL. Donc voilà, hyper jeune, je suis tombé dedans et je me suis intéressé à l'écosystème américain, y compris l'écosystème entrepreneurial. Il y a eu beaucoup de difficultés, il y a eu beaucoup de découragement. Effectivement, mes parents ont toujours été derrière moi à me soutenir, même si eux, ils n'étaient pas entrepreneurs. Ils étaient toujours là en me disant, bah, vas-y, tu vas y arriver, etc., etc. Et justement, je pense que ce qui m'a sauvé, tu m'as posé la question, est-ce qu'il n'y a pas eu un moment où tu t'es dit, je retourne dans le salariat? En fait, ce qui m'a sauvé, c'est que moi, j'ai entrepris dès que j'étais étudiant, et donc quand je suis sorti d'école, j'ai tout de suite entrepris, j'ai jamais été salarié. Et à aucun moment, je me suis dit, je vais être salarié. Ça, c'était impossible pour moi. C'était vraiment voilà, la chose que je ne ferais jamais, c'était d'être salarié. Je me disais, il faut que je vais y arriver autrement. Si j'avais peut-être été salarié avant, comme il y a eu vraiment Oui. effectivement du découragement, et il y en a eu vraiment beaucoup, je me serais peut-être dit, bon, bah, je vais retomber et je vais aller plus dans la facilité. Hmm. Ce que je peux te dire des moments difficiles, c'est que il y a vraiment eu des moments terribles. Effectivement, comme tu disais, la différence entre la France et les États-Unis, c'est que échec sur échec aux États-Unis, c'est génial. En France, pas du tout. Et je peux te dire que pour tous mes amis, tout mon très jeune réseau professionnel que j'avais à l'époque, et notamment les copains de promo, d'école, tu vois, les quelques promos d'au-dessus, d'en dessous, etc. Euh, en fait, je me suis rendu compte très vite que je passais pour un clown. Bah, C'est-à-dire qu'ils me prenaient plus du tout au sérieux. Parce que tu montes une boîte, tu rates une fois, tu rates deux fois, et ils se disaient non mais ce mec c'est un charlot, il est nul, il sait rien faire, c'est un charlot. Et ils m'ont vraiment pris pour un clown, à tel point que même encore aujourd'hui, Léonie connaît quand même un certain succès. Et j'ai des copains qui me disent alors tu fais encore ton petit truc Léonis pour t'amuser ou t'as déjà changé de boîte? Et tu vois ils arrivent pas voilà, dans leur esprit c'est toujours Gabriel qui fait ses petits trucs et qui peut même pas se payer un SMIC, voilà. Donc voilà, bon, c'est pas très grave, il faut apprendre à se détacher du regard des autres, mais et c'est pas ça qui m'a voilà, mais en tout cas il y a eu des périodes dures, c'était difficile bien sûr de voir dans le regard des autres que j'étais pas pris au sérieux. Et il y a vraiment eu des périodes difficiles. Et l'une de mes boîtes qui m'a occupé le plus longtemps, sur laquelle j'ai bossé pendant 4 ans, j'ai fini par la vendre un peu dépité parce que pendant 4 ans, j'ai pas réussi à me payer. J'avais une certaine croissance, mais très peu de marge et pas de quoi me sortir un salaire. Et ça commençait à la fin à être quand même une belle boîte, mais je pouvais pas me payer, donc ça reste très emmerdant quand même. Et j'ai fini par la vendre à mon concurrent. Un peu par dépit, pas très cher, juste un peu pour m'en débarrasser en me disant il faut que je m'en sorte. Parce que ça fait 4 ans que je tourne un peu en rond. Et je me suis pas rendu compte à l'époque, mais je pense que j'étais en quasi burn-out. Et donc quand j'ai vendu la boîte, je suis parti du jour au lendemain habiter en Chine. J'ai pris un billet aller. Et je suis parti à Shanghai. Voilà, j'ai pris pour 14 jours après. Je suis parti m'installer à Shanghai sans avoir aucune idée. Je connaissais personne. Je savais pas ce que j'allais faire là-bas. J'avais besoin de changer d'air. Et finalement, je me sentais assez mal à Paris. Et après coup, j'ai regardé en arrière et je me suis dit, je pense qu'à ce moment-là, en fait, j'ai fait un burn-out. Donc heureusement que je suis sorti et que je suis parti faire autre chose. ok.
Ok, donc en tous les cas, tu n'avais pas des parents entrepreneurs, mais tu avais des parents qui allaient de l'avant et qui encourageaient les projets, et puis vas-y. Et du coup, ça me fait penser au livre d'Olivier Roland qui dit, bah, tout le monde n'a pas eu la chance de louper ses études. Donc du coup, comme toi, tu connaissais pas le salariat, bah, en fait, il n'y avait pas de… Voilà. Et là, il y a une question qui vient d'arriver. Je prendrai les questions qui ont été posées avant, je les prendrai après. Là, il y a Greg qui demande, est-ce que le fait de persévérer aussi fort est dû à un pourquoi fort? Est-ce que tu vois la question? Le pourquoi, le why, comme on dit. Ouais, je vois la question, effectivement. Il faut savoir que moi, je suis tombé dans ce truc un peu de l'entrepreneuriat et du développement personnel très jeune. Notamment, j'ai lu La semaine de 4 heures de Tim Ferriss très très tôt. Donc évidemment, ça m'a mis une grosse claque, hein, comme je pense comme tout le monde, et surtout quand tu le lis à 18-19 ans. Mhm. Et en fait, étant ingénieur, étant un petit peu à l'aise en informatique, je savais qu'il y avait une porte de sortie. Je savais que je pouvais faire autre chose que entre guillemets le métro boulot dodo. Et c'était d'autant plus frustrant parce que j'y arrivais pas, si tu veux. Je savais qu'il y avait un truc et j'allais d'échec en échec. Mais c'est toujours ça qui m'a porté, qui m'a soutenu. Je me suis dit, je peux pas me résoudre à rentrer dans le métro boulot dodo. Je suis obligé de persévérer parce que je sais qu'il y a une porte de sortie et ce qu'il y a au bout du tunnel est tellement mieux, tellement génial, tellement extraordinaire par rapport à une vie. Surtout quand tu lis ces bouquins, on te décrit quand même vraiment une vie de servitude, quoi. Même si je l'avais je me disais voilà, la récompense est tellement bonne, tellement grande, tellement incroyable qu'il faut que j'aille au bout. Donc c'est ça qui me portait. Je me disais je peux pas me résoudre à laisser tomber mes rêves et mes espoirs. J'étais par ailleurs passionné par ça, c'est-à-dire que moi je m'éclatais trop à monter des business. Bon, ça, 9 fois sur 10 ça donnait rien, mais je m'éclatais, c'était génial, j'adorais ça si tu veux. Donc je pense que c'est ça qui m'a porté et je me suis et j'étais persuadé, à juste titre, puisque j'ai fini par y arriver, j'étais persuadé qu'il y avait une lumière au bout. Je me suis dit tu peux pas être tellement mauvais que tu n'y arriveras jamais de ta vie. Je me suis dit si tu t'entêtes vraiment bêtement à essayer, à persévérer, tu finiras par y arriver. Et effectivement, c'est ce qui a fini par arriver. Donc voilà, j'ai bien fait. Ok, donc on voit immédiatement que ton énergie monte dès que tu parles d'entreprendre. Tu as le super-héros qui commence à sortir. Donc, une énergie, un kiff de dingue à Ouais, entreprendre. Et deux, la foi sur la fin du parcours où il y aurait la lumière. Si on résume, c'est ça. absolument. C'est exactement ça. Ouais. Ok. Est-ce que il y a eu autre chose? Est-ce qu'il y a des risques plus importants que tu as pris durant un peu ces années difficiles? Et si oui, lesquels? Ouais, j'ai pris des risques. J'ai emprunté de l'argent et j'ai paumé l'argent. Ah voilà, Euh, intéressant. ouais, j'ai emprunté 29 000 balles que j'ai paumé assez rapidement. Hmm. Donc c'était un peu compliqué effectivement. Alors je les ai paumés parce que je les ai mal dépensés dans des trucs idiots parce que j'étais jeune et inexpérimenté et que enfin voilà et que j'ai trop cru à mon truc, j'étais trop enthousiaste et je me suis grillé. Euh, Ça m'a mis dans une situation très compliquée. À nouveau, je pense que j'avais quand même un filet de sécurité. Bon, premièrement, j'avais mes parents qui étaient en vie et avec qui je m'entendais bien et voilà, ils n'allaient pas me laisser mais surtout, je savais qu'avec mon diplôme d'ingénieur, je pouvais à tout moment, si vraiment j'avais, tu vois, les huissiers chez moi ou je ne sais quoi, je savais que je pouvais à tout moment reprendre un job. En tant qu'ingénieur, en plus, tu es quand même un job en général bien payé. Enfin, j'avais, voilà. Et donc, je savais que j'avais cette porte de sortie. Je me disais, si vraiment je suis ruiné, entre guillemets, je peux prendre un job. Donc c'était des risques. Voilà, clairement, je pense que tout le monde ferait peut-être pas ça, mais c'était quand même des risques mesurés. Je me disais, voilà, je me mets pas dans une merde non plus complètement noire. Et évidemment, c'est jamais agréable de perdre. Ça s'est fait en deux fois, hein. J'ai d'abord paumé 10 000 et après 19 000. C'est jamais agréable de paumer 29 000 balles, mais pareil, j'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas fait ça. Évidemment, depuis, c'est largement remboursé et avec mes business, enfin voilà, je préférais passer par la case négative pour être aujourd'hui où j'en suis que d'être resté toujours à zéro. Donc oui, ça c'était un peu particulier. Euh, bon, ça reste des sommes, tu vois. C'est pas comme si j'avais paumé mais ouais, c'était un peu flippant, sachant que j'avais aucune idée de comment les rembourser. C'était un peu flippant. Ouais. Ok, donc il y a eu ce risque de 29 000 euros que tu as pris. Est-ce qu'il y en a eu d'autres, des risques un peu déraisonnables ou du coup tu étais le seul à y croire ou quelque chose comme ça? Bah,
Tu sais, monter une boîte, déjà, c'est quand même pas mal de risques. Et t'es quand même souvent un peu le seul à y croire. Alors bien sûr, ton papa et ta maman, ils te disent oui, oui, mon fiston, c'est super, vas-y. Mais même eux, je pense qu'au bout de la 8e fois, même eux, ils finissent peut-être par se dire bon, il est peut-être pas fait pour ça finalement. Tu vois, enfin, j'en sais rien ce qu'ils se disaient, mais donc monter une boîte, c'est en soi, voilà. Et effectivement, t'entêter de dire monter une fois, deux fois, trois fois. Je me souviens que ma mère vraiment se faisait un sang d'encre. Tu sais, c'est le côté maternel. Je veux protéger mon fils, je veux qu'il aille bien, je veux qu'il soit épanoui, je veux qu'il ait de l'argent. Et au bout, elle le ressentait. Elle essayait de pas trop me le dire, mais elle me le disait un peu, mais pas trop, etc. De dire, mais est-ce que t'es sûr que tu veux vraiment t'entêter, quoi? Arrête à un moment donné. Donc voilà, sinon quel risque, bah, si tu veux, j'habitais encore dans ma piole étudiante de merde alors que tous mes potes gagnaient plein de fric et partaient en vacances et avaient des super apparts et moi j'habitais dans un 12 mètres carrés et je me détestais quoi. Mais c'est pas du risque, c'était juste que j'étais pas du tout heureux de cette situation. Mais par contre, j'ai toujours eu dans l'idée de me dire de justement bon, j'ai quand même paumé un petit peu d'argent mais j'ai pas fait des folies financièrement parce que je savais que j'avais pas d'argent et qu'il fallait pas non plus faire n'importe quoi. Donc j'étais toujours dans des business où les business étaient à peu près à l'équilibre, je dépensais pas trop, donc j'ai pas pris tu vois des risques non plus inconsidérés comme ça quoi. Ok. Donc, ce que j'entends, c'est qu'en tous les cas, tu savais donner la place au regard des autres que le regard des autres méritait. Tu te laissais pas polluer par ça. Bah, oui, enfin Ah, voilà, c'est facile de dire après coup. Tu vois, sur le moment, tu m'entends? Ouais, on a eu un petit décalage, je ouais, ouais. crois. Des fois, ça coupe, mais Sur le moment, voilà, maintenant après coup, c'est facile de dire ça. Sur le moment, ça m'a affecté évidemment. Surtout quand c'est la famille, surtout quand c'est les amis proches et que tu vois vraiment que dans leurs yeux, ils te prennent pas au sérieux. Donc ça m'a, voilà, c'est pas ça qui m'a fait arrêter, mais bien sûr que ça m'a affecté pour autant. Ouais. ok, ok. Ouais, ça t'a affecté, mais comme tu avais le kiff de l'entrepreneuriat et que tu avais la foi de toute façon, il y aura la lumière au bout, bah en fait, tu C'est étais ça, inarrêtable. c'est Ok. ça. Ok. Alors, je sais que tu as la fibre pour ça, mais ceux qui te connaissent pas, bah, ils ont besoin de t'entendre là-dessus. Pourquoi tu t'es lancé dans l'investissement? Est-ce qu'on peut résumer ça à un seul mot, investissement? Ouais, alors oui et non parce qu'effectivement, oui, enfin, d'une certaine façon. Effectivement, c'est voilà, c'est de l'investissement. Ce qui est intéressant pour moi, effectivement, j'ai la passion le feu sacré, moi j'aime appeler ça, de l'entrepreneuriat. C'est que Léonis Investissement, c'est aussi un business, c'est aussi une boîte pour moi. Donc je suis investisseur, mais je suis aussi entrepreneur. Et aujourd'hui, si tu me dis, voilà, je te file, j'en sais rien, 100 millions d'euros, et tu vas faire que investir, moi je dis non, ça me fait chier. Ce que je veux, c'est investir, mais je veux aussi être entrepreneur. Euh, L'investissement, ça m'est venu parce qu'en fait, je suis vraiment un énorme touche-à-tout. Mais je crois que tu connais toi la réponse, Nicolas. Mais voilà, je suis un énorme touche-à-tout. Et en fait, j'étais, tu sais, ce type insupportable qui a une nouvelle idée de business toutes les 24 heures. Ouais, c'est Tu un sais, toutes peu les ça. 24 heures, voilà. Toutes les 24 heures, je vais créer, tu vois, un nouveau truc sorti de nulle part. Tu voyais un truc à la télé et tu dis, ah, mais je voyais des opportunités business partout. Donc, tu vois une émission de télé à la con et tu dis, mais oui, évidemment, il faut importer des robots cuisiniers ménagers du Japon pour la France. Et boum, enfin, tu vois, c'est complètement, voilà. Donc, je me retrouvais à avoir 3, 4, 5 business en même temps. Euh, Tu veux la recette parfaite pour échouer, d'accord? Et l'investissement, c'est venu de là en disant, s'il y a une bonne idée, et plutôt que de créer le business et de me rajouter une 6e, 7e boîte en même temps et ça va pas marcher, je peux mettre de l'argent dessus. Comme ça, moi, ce qui me plaît, c'est d'avoir des bonnes idées, si tu veux, de me dire ça, c'est une idée de business qui va marcher. Donc, je me dis, si j'ai repéré que c'était une idée de business qui va marcher, plutôt que de le faire et de prendre du temps, je mets de l'argent dessus. Et si effectivement le business réussit, je serai content, j'aurai gagné de l'argent. Et si ça réussit pas, au moins j'aurais pas passé de temps. Donc vraiment à l'origine, l'investissement c'est venu de ça pour moi. D'accord. Ok. Et du coup, dans les questions qui ont été posées, il y a quels critères utilise-t-il pour choisir ses investissements? Ouais. Alors bon, c'est un vaste sujet. Évidemment, c'est détaillé en détail dans le bouquin, mais ah merci. Voilà, j'avais plus de cheveux. Hein. Ouais. Ah là là. Ils sont nombreux, mais tu m'entends, c'est bon? Il y a un petit, c'est ça? Ouais, C'est bon, je suis revenu, la je suis live. connexion de la Guadeloupe, ça coupe un peu. La Martinique, la Martinique. Martinique. Euh,
Donc, écoute, les critères, je vais t'en donner quelques-uns. Il faut bien sûr une bonne équipe. Il faut ce que j'appelle moi un unfair advantage, un avantage injuste, c'est-à-dire qu'est-ce que cette startup a et que les autres, les concurrents, n'ont pas. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait que c'est eux qui vont gagner face à leurs concurrents. Alors, ça peut être beaucoup de choses, mais c'est souvent oublié par les investisseurs, même parfois par les investisseurs professionnels. Ça peut être bien sûr un brevet, ça peut être une recette secrète, pensez à Coca-Cola. Ça peut être des relations, peut-être si tu es un ancien si tu es l'ancien numéro 2 d'Airbnb, bah, c'est plus facile d'aller créer un business dans ce domaine-là. Ça peut être quelque chose que j'aime beaucoup, qui vient du Y Combinator justement, qui est qu'est-ce que les fondateurs ont compris que les autres n'ont pas compris. Ça, je trouve ça extraordinaire. Et il prend l'exemple d'Airbnb, il dit, bah voilà, Airbnb, les fondateurs, ils avaient compris que les gens iraient dormir chez les particuliers, alors que à l'époque, au début, tout le monde disait non mais vous êtes fous, moi je vais pas dormir chez quelqu'un que je connais pas. Et en fait, ils avaient compris que s'il y avait des bonnes photos, des bons commentaires, etc., les gens le feraient. Et aujourd'hui, tout le monde le fait. Ils l'avaient compris avant tout le monde. Donc ça, c'est l'unfair advantage. Je regarde bien sûr des business qui ont de la marge. Hein, mon business dont je te parlais, que j'ai fini par vendre au bout de 4 ans et qui m'a mis en burn-out, qui gagnait de l'argent et il y avait aucune marge. Donc je gagnais plein d'argent, mais il y en avait aucun pour moi, donc je pouvais pas me payer, c'était horrible. Et puis, je vais terminer en disant que je regarde bien sûr la traction. La traction, qu'est-ce que c'est? C'est finalement une sorte d'accélération des ventes et du chiffre d'affaires de la boîte. C'est comme s'il y avait de plus en plus de clients qui s'intéressaient. Enfin, c'est pas comme si, il y a de plus en plus de clients qui s'intéressent aux produits, qui achètent et qui tirent finalement un peu le business vers le haut. Il y a de plus en plus de chiffre d'affaires et une accélération de ce chiffre d'affaires. Et pourquoi? Parce que tout simplement, ça prouve énormément de choses. Ça prouve que le produit est bien, qu'il rencontre son marché, qu'il est au bon prix. Sur le projet quand il en est à son niveau vraiment initial, et bien là on a vraiment des infos sur le fait que ça marche vraiment, et à ce moment-là notre investissement devient de l'huile sur le feu pour accélérer la croissance, plutôt que de devenir les 2 silex qui vont permettre de créer la première étincelle. Donc si on fait un petit résumé, l'équipe, tu regardes l'équipe qui gère la boîte avant d'investir. Tu regardes si cette boîte a un unfair advantage, donc un avantage injuste, à donner quelques exemples. Tu regardes quel est le niveau de traction qu'elle a déjà. Et tu m'as cité un autre critère. La marge. La marge, voilà. OK. OK, et du coup, OK, tout ça, c'est les critères à partir desquels tu investis. Si on revient, un petit peu sur toi en tant qu'entrepreneur, il nous a été posé la question, selon toi, parce que tu côtoies beaucoup d'entrepreneurs en France et beaucoup dans la Silicon Valley, c'est quoi la qualité ou les 2 qualités principales d'un entrepreneur d'exception? Des fois, donc moi je sais, je vais parler en tant que client, tu nous amènes sur un plateau des entrepreneurs incroyables, donc t'en vois passer. Qu'est-ce qui te vient à l'idée quand je te pose cette question? Je pense que un bon entrepreneur, je pense qu'il y a beaucoup de qualités. Il faut des gens intelligents, intègres, etc. Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup. Il faut des gens intègres et intelligents, mais si je devais, enfin, ce qui me vient quand tu me parles de ça, je pense qu'il faut des gens résolument optimistes, comme j'ai pu l'être durant mes périodes difficiles. Quand tu es entrepreneur, tu vas toujours traverser des périodes difficiles, forcément. Donc, je pense qu'il faut des gens résolument optimistes et qu'il faut des gens justement qui n'abandonnent pas plus de comme qualité. Il faut vraiment des gens différents. C'est bon, je suis là? Non. Ah, je te vois faire la grimace. Si, Ouais, tu m'entends? ça souvent. Donc, vas-y, reviens sur le deuxième. Le premier, je le rappelle. Mais... Voilà, résolument optimiste le premier. Et le deuxième, c'est assez proche, c'est vraiment des gens très très persévérants. C'est-à-dire des gens qui n'abandonnent jamais, qui ne lâchent jamais. On a plein d'histoires de startups qui étaient vraiment au bord de la faillite. Elon Musk, à 24 heures près, il déposait le bilan pour Tesla. Et il n'a pas abandonné, c'était le soir de Noël, et il a dit non, mais c'est mort, je n'abandonne pas. Et aujourd'hui, on sait ce qu'est Tesla. Donc voilà, il faut des gens qui vraiment ne lâchent rien, qui s'agrippent à tout, au moindre petit bout de voilà, qui s'agrippent vraiment et qui lâchent jamais l'affaire. Et je pense que c'est des qualités vraiment importantes qui t'amènent loin, parce que quand tu es entrepreneur, tu vas avoir plein d'emmerdes, mais si tu arrives à les passer au-dessus, bah voilà, tu prévailles. Ok, donc ce qui est intéressant en fait, c'est que c'est pas des compétences techniques que tu mets en avant
pour décrire c'est quoi les 2 qualités d'exception. Un, c'est des gens résolument optimistes, et 2, c'est des gens qui n'abandonnent sous aucun prétexte, avec aucun argument, et même s'il reste 24 heures, ils n'abandonnent pas. Donc en fait, c'est vraiment du mindset, quoi. Bien sûr, enfin, j'y crois beaucoup. Je pense que c'est en grosse partie du mindset. Et si tu veux, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont cette espèce de certitude qu'ils vont y arriver, et ils sont prêts à tout, dans le sens où ils partent sur un business, et en cours de chemin, ils se rendent compte que c'est pas ça, et il a aucun problème. Du jour au lendemain, il pivote et il dit mais c'est ça où il y a quelque chose à faire. Et il change en fait complètement son business, parce qu'il dit mais moi je veux y arriver, je vais m'engouffrer dans la brèche là où il y a un business. Donc c'est aussi ça l'optimisme et la persévérance, c'est de se dire, aucun business au bout d'1 an ou 2 n'est la même chose que l'idée initiale du créateur. Et l'idée c'est de s'engouffrer dans les brèches, et c'est en faisant qu'on découvre où sont les brèches. Donc voilà, ouais, ça fait partie de tout ça. Ok. Donc ça faisait partie effectivement des questions. Comment tu décides, à partir de quoi tu décides de améliorer, et quand est-ce que tu décides de faire la page blanche, tu vois, et de repartir en fait sur une page blanche, quoi. Je pense que c'est pas opposé. Je pense qu'on peut, tu peux garder, tu peux améliorer sans repartir d'une page blanche, ou tu peux repartir d'une page blanche mais en gardant quand même un certain nombre de choses. Tu vois, quand je te dis que je recrée la 3e, 4e, 5e boîte, mais que je garde toutes les leçons des précédentes boîtes plantées, est-ce que je repars vraiment d'une page blanche finalement? Pas tout à fait. Donc je pense que c'est pas deux choses à opposer. Par contre, je pense qu'il faut bien sûr pas s'entêter dans un truc qui marche pas, qu'il faut très vite essayer d'aller sentir où est le vent, et aller chercher le vent. Ok, très clair. Ok, et puis là, je vais poser une question que moi, les gens ne pouvaient pas poser, mais je vais coupler avec ce que j'ai dit avant. Donc pour moi, je répète, quand même, t'es jeune, et puis tu t'adresses forcément à des entrepreneurs aux États-Unis qui ont réussi beaucoup plus de choses. Et tu nous as dit tu m'entends toujours? Ouais. Ouais, dans le dernier rendez-vous, que tu avais un peu un board de deux personnes secrètes qui du coup peut-être ont plus d'expérience, je ne sais pas. Donc en fait, ma question c'est comment tu fais pour apprendre au quotidien, et est-ce que c'est au quotidien, et quelles sont tes priorités? Alors oui, j'apprends beaucoup au quotidien. Je pense que ça fait partie de mon métier d'apprendre. Je pense que quand je suis en train d'apprendre quelque chose, je suis en train de travailler. Donc déjà, tu sais peut-être, je me suis fixé en 2020 le défi assez fou de lire 52 livres dans l'année. Donc ça fait un par semaine. Donc je lis beaucoup. Je suis un petit peu en retard là sur mon timing. Je suis à 37. Donc mais voilà, j'ai eu beaucoup de choses cette année, mais j'espère que je vais tenir le défi. Et puis je passe beaucoup de temps à lire, pas que des livres sur Internet. Par exemple, les plus grands fonds d'investissement américains qui envoient des espèces de grands reporting comme peut le faire Warren Buffett, et que je lis assez régulièrement sur ce qu'ils pensent du marché, ce qu'ils pensent de tout ça. Je passe beaucoup de temps à regarder des vidéos YouTube. Je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses sur YouTube. Et donc, je regarde beaucoup de vidéos de gens qui m'inspirent, qui m'intéressent, etc. Et puis, je regarde aussi quelques émissions de télé américaines ou françaises sur l'économie. Donc je passe beaucoup de temps effectivement à apprendre. Je pense que c'est primordial. Les livres, pour moi, ça a été une ressource absolument inestimable. Depuis 2-3 ans que je lis. Enfin, je peux quasiment corréler le moment où je me suis mis à lire régulièrement et le moment où j'ai décollé, si tu veux, dans le business. Donc c'est assez fascinant. Okay. Donc voilà comment j'apprends. Et effectivement, c'est au quotidien. Et je considère que, si tu veux, que ça fait vraiment partie de mon métier. Je pourrais pas me dire j'arrête d'apprendre que ce soit à l'économie, la macroéconomie, etc., etc. Ok, ouais, là on n'a rien entendu, ça a tout coupé. Je te disais que mon métier, c'est aussi de réfléchir au monde actuel, au monde de demain, etc. Ça fait aussi partie de mon métier, voilà. Ah, ok. Et du Enfin, je coup, pense. ouais, ah ouais, non, mais et du coup, est-ce que du coup, tu as d'autres ressources, j'en sais rien, de mentors ou de, je sais pas, consultants, ou j'en sais rien. Bah écoute, moi j'utilise pas mal Twitter en fait. Alors je suis très peu de personnes sur Twitter, mais les gens que je suis sont des gens que j'admire beaucoup, et qui ont beaucoup de succès dans le domaine, dans mon domaine. Et donc voilà, de les suivre au quotidien, de voir un peu ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent, leurs avis, etc. Ça
Enfin, c'est pas des mentors que je connais personnellement, mais c'est des gens que je suis, des gens que je suis aux États-Unis dans mon secteur. Je sais pas, il y en a peut-être une centaine, si tu veux. Alors après, plus ou moins assidûment, mais voilà, je m'inspire beaucoup effectivement de tout ce que je peux trouver en ligne. D'accord. Ok. Sur comment au départ, donc tu étais tout seul, et puis maintenant t'es plus tout seul. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire en tant qu'entrepreneur sur comment tu délègues pour continuer à grandir? Est-ce que tu as une méthode et quels sont tes critères? Ouais, alors il y a deux choses. C'est un sujet qui me parle beaucoup puisque j'ai en fait en 2020, je suis passé de 100 membres dans mon club à plus de 300. Ouais. Donc j'ai eu une grosse montée en charge. Et l'année d'avant, je suis passé de 40 à 100. Donc pareil, j'ai plus que doublé dans l'année. Donc j'ai pas pu gérer mon business de la même façon avec cette croissance-là. Et donc j'ai dû effectivement déléguer. Alors une première chose, c'est que il y a beaucoup de choses avant de les déléguer que j'ai automatisées. Pareil, je pense que Nicolas, ça te surprend pas parce que j'en parle dans mon bouquin. Je suis fasciné par l'automatisation et à nouveau, le fait d'être ingénieur en informatique, ça m'a un petit peu aidé parce que je suis assez à l'aise pour utiliser les outils informatiques d'automatisation. Je recommande notamment à tout le monde Zapier. Je pense que vous êtes nombreux à connaître. Zapier, voilà, c'est presque ma femme Zapier tellement c'est génial. Voilà. Donc on peut faire beaucoup de choses en automatisant avec des outils sans avoir à déléguer à une personne, à quelqu'un d'autre. Ensuite, effectivement, j'ai 2 assistants maintenant qui m'aident sur mon business. Et écoute, ça va te faire rire. Moi, j'ai commencé par déléguer ce qui me faisait chier. Je pense que c'est un bon principe, c'est que si j'étais pas dans une bonne énergie, ça m'emmerdait très. Et j'ai vraiment m'emmerde. J'ai commencé c'est bon, je suis là. Tout à fait. Un peu. Ouais. Même si je suis là. Donc j'ai délégué tout ce qui m'emmerdait. Et puis tout ce qui est chronophage, tout ce qui est répétitif, si tu veux, c'est des tâches du quotidien, tout ce qui va finalement prendre du temps. Et tout ce qui peut être fait en fait par mes assistants, j'essaie de leur donner. Et donc je garde que les trucs que je peux faire moi-même. Et finalement du coup tout ce qui pouvait être fait par les assistants, j'étais délégué simplement. Donc dès qu'il y a une tâche, dès que je faisais quelque chose régulièrement, je me posais la question, est-ce que je peux le déléguer à quelqu'un ou pas? Et j'ai quasiment tout délégué. Donc je me suis beaucoup servi bien sûr du logiciel Loom qui permet de filmer son écran. Et donc quand je veux déléguer une tâche, au moment où je vais la faire, je me filme et je dis voilà, tu fais ça, tu fais ci, bim bam boum, tu cliques. C'est très facile à expliquer si tu veux comme ça parce qu'il voit vraiment. Moi c'est sauvegardé, donc si jamais je change et que je travaille avec quelqu'un d'autre, je peux lui renvoyer une fois. Finalement, plus que des tâches à haute valeur ajoutée, donc rencontrer les entrepreneurs. Et il me reste plus finalement dans mon métier que réfléchir, justement. D'où on en revient sur ce qu'on disait avant, me former, apprendre, etc. Mon métier, c'est rencontrer des entrepreneurs et réfléchir. Je fais finalement presque que ça. D'accord. Ok. Et du coup, quand tu délègues à des personnes, est-ce que tu as une méthode? Est-ce que tu délègues tout? Est-ce que tu délègues par étapes? Comment tu instaures vraiment la confiance avec les personnes auxquelles tu délègues? Écoute, j'ai eu la chance de trouver du premier coup la première personne avec qui j'ai travaillé, avec qui je travaille encore, qui est extraordinaire. Je peux pas te dire, c'est dingue. C'est tout ce dont j'ai rêvé dans une assistante, donc c'est extraordinaire. Donc en fait, on a un peu communiqué au début, on a beaucoup échangé, voilà ce que je voudrais, voilà ce qu'il faudrait que tu fasses, etc. Est-ce que tu as des questions? Pose-moi tes questions, etc. Puis elle a très vite pigé, hyper à l'aise avec... C'est bon, je suis là. Voilà. Je disais, elle est très à l'aise avec l'informatique, donc ce qui est très cool. Alors que c'est pas sa génération et je m'y attendais pas et c'est trop sympa. Et donc ça se passe vraiment très bien. En fait, je lui envoie simplement en disant voilà ce que je voudrais que vous fassiez pour moi. Et si elle a compris, elle le fait. Et on a un climat. Enfin, moi j'ai une confiance absolue et c'est formidable. J'avoue que mais je sais que j'ai eu de la chance parce que je sais qu'il y a eu des mauvaises expériences, mais c'était une recommandation et voilà, j'ai bien fait de la suivre. D'accord. Ouais, ce qui nous est demandé, donc l'outil pour filmer l'écran, c'est Loom, c'est L2OM. Ouais, loom.com, exactement. C'est extraordinaire. C'est gratuit. Ouais. Ok. Alors, je voudrais te préciser un truc, Nicolas, quand même, qui est important, parce qu'il faut le dire, là, ça a l'air magnifique. Il y a aussi des tâches, enfin, notamment une tâche en particulier, je vais t'en parler, que j'ai essayé de sous-traiter, et ça donnait rien. Et donc, c'est une tâche rébarbative qui me fait chier.
qui me prend du temps, mais que je continue à faire parce que j'ai pas le choix, parce que ça marche que avec moi. Et cette tâche, c'est les coups de téléphone avec les prospects. Donc, j'ai essayé de déléguer ça à quelqu'un d'autre. Moi, ça m'amuse pas parce que j'ai 3-4 prospects au téléphone par jour depuis 2 ans. Donc, je répète vraiment toujours la même chose. Pour moi, ça n'a aucune valeur ajoutée. Mais pour eux, ça a une valeur ajoutée tellement forte de m'avoir au téléphone moi directement et que je puisse vraiment répondre à leurs questions que j'ai essayé plusieurs fois. Ça n'a jamais été concluant. Et donc, j'ai finalement toujours décidé de reprendre ça. Et je préfère perdre un peu de temps et y passer du temps, mais faire grossir mon business dans les bonnes conditions. Et c'est un sacrifice que je suis tout à fait prêt à faire, si tu veux. Voilà. Donc, je réfléchis à la suite. Peut-être que quand j'aurai vraiment suffisamment de membres et que je déciderai d'arrêter, je pense peut-être d'ailleurs courant 2021 ou 2022, j'arrêterai les coups de fil. Et là, ça va être incroyable. J'aurai vraiment 100% de mon temps pour moi, si tu veux. Et ce sera pour moi un changement extraordinaire. Aujourd'hui, ça me prend encore pas mal de temps. Mais voilà, c'est entre guillemets la rançon du succès. Ça me va très très bien d'y passer quelques heures par jour et voilà. Mais comme quoi, on peut pas forcément tout déléguer non plus. Ouais, ok. Un point qui est important aussi dans une petite entreprise, c'est la productivité. Donc, comment t'as progressé par rapport à ça? De quoi t'es parti? Comment t'as progressé? Je sais pas si je suis. Journée, Ouais. tout ça. Je sais pas si je suis très bien placé pour parler de ça parce qu'en fait, avant même d'entreprendre, j'ai toujours été un peu un maniaque de l'efficacité, de la productivité, etc. Dès que j'ai pu trouver des façons justement d'utiliser l'informatique pour aller plus vite, pour automatiser, pour etc. Voilà, donc c'est pour moi c'est presque une religion d'utiliser les raccourcis du clavier parce que je me dis bah si je gagne une seconde par tâche, bah, sur une année, ça fait des jours et des jours, voilà. De trouver le petit logiciel, envoyer une invitation, va automatiquement mettre le lien Zoom pour que je perde pas de temps. Enfin voilà, c'est un truc qui a toujours été hyper important pour moi. Donc je sais, enfin voilà, j'y ai passé beaucoup de temps, mais c'était presque indépendant de mon business. C'est plus pour moi en tant que personne, ça me parle énormément. Tu vois, quand les gens m'envoyaient des versions Word par mail aller-retour, instantanément, on fait un Google Drive, ce sera centralisé, on va gagner du temps, enfin tu vois, etc. quoi. Ouais, c'est ça. Donc, encore une fois, on en revient à tu kiffes ça. Donc, du coup, tu as de l'énergie pour ça et tu es sur tes pôles de passion, en fait. Exactement. C'était important pour moi. J'ai vu enfin, ça va tellement du simple au double entre l'efficacité ou l'inefficacité que j'arrive pas trop à supporter, voilà, le mauvais matériel, le mauvais truc, tu vois, avoir un ordi lent, avoir un outil pas pratique à utiliser où il faut écrire /V2/V3, ça me rend fou, si tu veux. Donc c'est vrai que c'est ma zone un peu je suis un peu bizarre, mais voilà, j'ai toujours envie qu'on utilise les trucs bien, quoi. Ok. Ok. Alors, l'investissement, c'est aussi de l'argent. Et du coup, tu n'es pas que investisseur start-up. Tu investis dans la bourse, tu investis dans les cryptos. Enfin, tu es un serial investisseur. Et est-ce que tu as eu à faire un travail à dégommer des croyances par rapport à ta relation à l'argent ou alors simplement le fait d'apprendre sans arrêt, ça t'a éduqué par la répétition de ce que tu apprenais quotidiennement? C'est pas facile. Je pense que j'avais pas des grosses croyances limitantes sur l'argent. Je pense que effectivement ça allait à peu près. Effectivement, comme ça m'a passionné et que j'aime apprendre, je suis tombé dedans très vite. Tu vois, par exemple, la crypto-monnaie, j'ai découvert ça en 2016, un peu avant tout le monde. Et à nouveau, on en revient au fait que je suis ingénieur. Comme je suis ingénieur, tout de suite j'ai compris l'aspect technique. Et donc tout de suite j'ai compris que c'était, si tu veux, une révolution technologique. Et donc tout de suite j'ai voulu investir. Euh, Pareil avec la bourse. La bourse, j'en ai beaucoup entendu parler parce que c'est le seul investissement qui me vient de mes parents. Mon père a beaucoup investi en bourse toute sa vie et on a toujours beaucoup parlé et ça lui a plutôt bien réussi et ça m'a toujours intéressé. C'est intéressant de voir des business. J'ai pas du tout la même approche que lui. Moi, en fait, en bourse, j'investis dans ce que j'appelle des grosses startups. Il y a des boîtes qui étaient des startups il y a pas longtemps et qui viennent d'entrer en bourse. Tu vois, par exemple, en 2019, il y a Zoom qui est entré en bourse. Et moi, j'ai tout de suite investi parce que j'avais compris ça correspondait à mes critères, etc. Et puis, on voit ce que c'est devenu. L'action, elle a fait x5 là depuis. Donc,
C'était pour moi, mais par contre, ce qui est cool, c'est que c'est accessible à n'importe qui et à n'importe quelle somme. Si tu voulais investir dans Zoom en tant que startup, justement, il te fallait 100 000 balles ou 1 million. Mais en bourse, n'importe qui peut prendre son petit truc, son petit portefeuille et aller investir une petite action dans son coin. Donc c'est ça qui m'a toujours vachement plu, vachement fasciné. Et c'est toujours la philosophie que j'ai aujourd'hui. J'investis dans finalement ce que j'appelle des grosses startups en bourse. J'ai eu, je pense, plus des croyances limitantes à dégommer sur l'argent, sur le côté entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des moments où j'ai commencé à gagner plus d'argent que ce que je concevais un peu, tu vois. Et c'est vrai au début, ça m'a fait un peu tout drôle, quoi. Au début, je me suis dit, merde, où j'ai mis les pieds, quoi. Quand tu gagnes en un mois ce que les trois quarts des gens gagnent même pas en un an, si tu veux, tu dis, c'est bizarre, en fait. Et ça m'a beaucoup interrogé parce qu'en fait, alors un truc que je peux te dire qui m'est arrivé il y a pas si longtemps que ça, c'est qu'en fait, j'étais un peu fasciné par l'argent et par le fait d'avoir de l'argent, mais pas pour l'argent en tant que tel, parce qu'en fait, l'argent, c'est la mesure de la réussite de l'entrepreneur. Comme j'étais fasciné par l'entrepreneuriat, je pense que tu as compris que j'avais vraiment ce truc au fond de moi. Et ben, avoir de l'argent, c'est l'entrepreneur qui réussit. Si tu réussis, ta boîte, elle gagne de l'argent. Et donc, j'avais un peu ce truc, c'était un peu ma mission, c'était de réussir en tant qu'entrepreneur et donc d'avoir de l'argent. Et puis, quand j'ai eu effectivement d'un coup plein d'argent, entre guillemets, plus que ce que j'imaginais, j'ai dû un peu remettre en question mon modèle, si tu veux. Je me suis dit, bon, ok, l'argent, c'est bien, mais allez, on s'en fout. Enfin, ça sert à quoi? C'est quoi? Peu importe, tu vois. Et donc, je te dirais pas que j'ai dégommé mes croyances, je te dirais que j'ai vraiment changé de modèle, changé de vision. Aujourd'hui, je suis vraiment dans une... Enfin, beaucoup de gens m'ont dit que je l'étais déjà avant, mais aujourd'hui, je suis plus dans une espèce de mentalité à me dire l'argent n'est finalement pas si important que ça. C'est toujours, on va se dire, bah, c'est les gens qui en ont qui disent ça, ok, mais ce qui est vraiment intéressant, si tu veux, c'est mes projets, ma vie de famille que je vais construire. Je suis devenu très gros donateur à des associations caritatives. Je donne aussi du temps, etc., etc. Et ça a complètement, j'ai eu complètement un switch. Je sais pas si j'ai dégommé des croyances. En tout cas, j'ai eu un switch énorme. Ok. Comment tu peux nommer ce switch? J'ai changé ma relation par rapport à l'argent et mes objectifs dans la vie. Mais parce qu'effectivement, mon objectif principal, c'était d'arriver à un certain niveau financier par l'entrepreneuriat. Donc, une fois que tu l'atteins, tu sais, l'être humain est un éternel insatisfait. Donc, une fois que tu l'atteins, tu dis, bon, mais... Enfin, et si tu veux, il y avait une partie de moi-même où je me disais, ça m'arrivera peut-être jamais, quand même. Faut le savoir. Surtout après tant d'échecs, si tu veux. Et puis, tout d'un coup, à 30 ans, tu dis, bon, bah voilà, j'ai plus besoin de travailler, j'ai 30 ans, j'ai plus besoin de travailler de ma vie. Qu'est-ce que je fais, quoi? C'est quoi la suite pour moi, si tu veux? Ok. Ouais, donc il y a quand même bien eu un switch fort sur la relation à l'argent. Ouais, énorme. Ok. Il y a une question de Greg. Qu'est-ce que Gabriel pense de l'investissement immobilier? C'est un peu large comme question parce qu'entre la sous-location, la colocation, j'allais dire les caravanes, pas les caravanes, mais les mobilhomes, etc. Enfin, sur l'immobilier, il y a beaucoup de choses. Mais enfin bref, qu'est-ce que tu peux nous partager de ton expérience là-dessus? Écoute, je peux t'en dire pas mal de choses parce que moi j'ai 5 appartements dans Paris. Donc, je savais pas ça encore. Ouais. Je trouve que c'est bien comme investissement, c'est intéressant, notamment parce que c'est le seul investissement que tu fais avec l'argent de la banque, évidemment. Donc c'est très cool comme effet de levier. Maintenant, aujourd'hui, j'ai un peu changé d'avis et aujourd'hui, j'en ferai pas plus parce que ça prend quand même pas mal de temps. C'est finalement pas si automatisé, contrairement à d'autres investissements. En bourse, tu peux avoir un portefeuille de, j'en sais rien, 10 millions et tu peux t'en occuper 1 heure par an. Si tu as un patrimoine immobilier de 10 millions, jamais tu passes 1 heure par an, c'est impossible. Donc, il y a vraiment ce côté, le temps que ça prend. Aujourd'hui, j'en ferai plus, ne serait-ce que parce qu'en fait, mais c'est pour moi personnellement, parce qu'en fait, je me rends compte que je peux créer plus de valeur en passant du temps sur mon business. Ça me rapporte plus, hein, pour le dire très clairement, qu'en passant du temps sur l'immobilier. Tu vois, en immobilier, même là, je suis en train d'acheter un appart à 500 000 euros, c'est très bien. Mais en fait, je me dis, bon, bah, j'ai passé un temps de dingue et ça va me rapporter 500 000 euros dans 20 ans, quand j'aurai fini de le payer. Alors que je me dis, le même temps que je vais y passer, il va peut-être pas me rapporter 500 000 euros cette année, mais je construis les bases sur, etc., etc. Donc, aujourd'hui, j'en ferai plus. Je suis content d'en avoir. C'est une diversification. J'ai fait que à Paris, parce que c'est une ville que je trouve extra et il n'y a pas tant de logements. Enfin, je pense que c'est intéressant à Paris, alors que beaucoup de gens dans l'immobilier le font ailleurs.
La plupart, ils sont en location, en investissement locatif. Et puis, il y en a un dans lequel j'habite. Donc, je trouve ça intéressant. Cela dit, sur l'immobilier, j'ai une petite réserve, c'est que j'aime beaucoup cette phrase dite par plusieurs personnes sur l'investissement dans l'investissement, regarde ce que fait tout le monde et fais l'opposé. Quand tout le monde achetait du Bitcoin en 2017 et que c'était la bulle, il fallait pas en acheter et la preuve c'est que ça s'est planté. Quand il y a eu la bulle Internet de 2001, tout le monde achetait voilà. Donc j'aime bien cette idée-là. D'ailleurs les startups, tu vois, et la bourse, il y a quand même très peu de Français, très peu de gens qui investissent dans les startups et en bourse. Et donc pour cette raison, l'immobilier, voilà, enfin tout le monde en fait et j'ai pas envie de faire comme tout le monde. Donc j'apporte un peu ma patte différente puisque moi j'en fais dans Paris. Alors tout le monde te dit mais non, dans Paris il n'y a pas de rentabilité, etc. Bon, moi j'arrive à avoir de la rentabilité parce que j'ai des petites techniques. Donc j'en fais pas tout à fait comme tout le monde, mais voilà ce que j'en pense en quelques mots. Ok. Est-ce que tu peux partager une ou deux techniques qui te donnent de la renta en IMO à Paris? Ouais, la colocation. Ok, tout simplement. Du coup, tu as quelqu'un qui gère ou tu prends une agence Alors, j'ai 3 sur les 5, je les ai achetés avec mes frères. Donc, j'ai 2 petits frères avec qui on a fait une SCI et avec qui on a acheté ensemble. Donc, effectivement, moi, j'ai fait la partie administrative, la SCI, l'achat, trouver le bien, le montage, toute la comptabilité, etc. Et ce qui est la gestion, je leur délègue, même si je m'en occupe un petit peu, mais pas trop. Les 2 autres, il y en a un dans lequel j'habite et l'autre, il est en travaux là, mais je vais sûrement le mettre en agence effectivement pour pas avoir à m'en occuper. Ouais. Ok. Tu nous as dit beaucoup de choses. Pour qu'un entrepreneur là, sur les 2 premières années, j'ai envie d'éviter de dire pour qu'il gagne du temps, mais pour qu'il évite d'en perdre, parce que en fait l'entrepreneuriat c'est expérientiel et c'est pas une science exacte. Donc on peut plus facilement savoir que des choses ne vont pas marcher, parce que c'est sûr que des choses qui vont marcher. C'est plus facile. Quels seraient les 2 conseils que tu donnerais pour éviter de perdre du temps ou de gaspiller du temps, trop de temps? J'adore cette question. Je te remercie beaucoup de me la poser parce que on n'en parle jamais et j'ai une très très bonne réponse. En fait, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui effectivement perdent des mois, parfois des années, dans leur coin, qui vont pas se confronter au marché. Je pense que si aujourd'hui je montais une boîte, la première chose que je fais, si tu me dis, toi et moi, demain, on monte une boîte, demain matin, voilà, le premier truc que je fais, c'est que j'essaierai de vendre à un client, par téléphone ou en rendez-vous, de vendre quelque chose. Avant même de le créer, mais tu peux vendre un produit, tu l'as pas, tu l'as rien, etc. Mais peu importe, tu lui vends. Pourquoi? Parce que ça te permet de savoir ce que veut le client, à quel prix, est-ce qu'il est prêt à l'acheter, et de tout de suite comprendre ce que veut le client et d'aller t'adapter. Je vois Alors, on appelle ça le syndrome de l'ingénieur, parce que c'est classique des ingénieurs qui vont coder un truc dans leur coin pendant des mois, mais en fait, ça touche pas du tout que les ingénieurs, ça touche tout le monde. Combien de gens, tout le monde, combien de gens j'ai vu qui disent oui, je vais faire ça, et je dis alors, tu l'as dans le prochain, et puis le mois prochain, ça devient le trimestre prochain, et puis ça devient l'année prochaine, et pendant 1 an, ils ont rien fait, donc évidemment, ils n'ont pas de chiffre d'affaires, mais c'est même pas le plus grave, c'est qu'ils n'ont pas avancé, ils savent pas vraiment sur quel pied danser. Donc, mon conseil, c'est commencer par la vente, commencer par le client. Allez trouver le premier jour vos clients, vous verrez à quel point vous m'en remercierez, à quel point ça va changer, parce que le client, il va te dire tout de suite, il va te dire mais non, ça je m'en fous, ça tu m'en as pas parlé mais je le veux, ça c'est trop cher, ça j'étais prêt à payer plus, etc., etc. Donc va tout de suite voir tes clients et ensuite écoute le client, c'est-à-dire que toi tu vas peut-être voir le client pour lui vendre une assiette et le client il te dit mais moi je m'en fous, l'assiette je le laisse, ce que je veux c'est les couverts. Et tu dis bon bah ok, moi je voulais faire une boîte qui vend des assiettes, bah tant pis, je fais une boîte de couverts, peu importe, il y a un marché beaucoup plus important et voilà. Donc allez très très vite au contact du client et pivoter tout de suite au lieu de combien de gens on connaît qui ont pivoté au bout d'1 an. C'est une année de perdu que tu aurais pu t'en rendre compte beaucoup plus vite. Voilà. Effectivement, je confirme que ta réponse elle est vraiment intéressante. Donc si on résume, c'est mise en marché le plus vite possible pour être dans la réalité du marché. Ouais. Et 2, d'écouter le retour client, les fameux user feedback, pour avoir du retour le plus vite possible en fait. C'est exactement ça. Et je vois Asma qui demande est-ce que ça marche aussi pour un produit physique? Et oui, je pense que ça marche aussi pour un produit physique. C'est-à-dire que surtout comme c'est compliqué et long de créer un produit physique, si tu pars pour 1 an, 2 ans d'avoir le prototype et te rends compte que tout le monde s'en fout de ton produit physique, c'est hyper dommage. Aujourd'hui, tu peux faire notamment du crowdfunding.
avec simplement un dessin, un projet, un truc, et au moins aller voir si ça intéresse des gens, quoi. Ok. On se rapproche de la fin sur. Tu nous as dit que tu lisais beaucoup régulièrement, durablement, que tu sélectionnes des personnes sur Twitter, etc. Donc, tu es précautionneux des informations que tu mets dans ton cerveau. Comment tu te projettes sur l'avenir en termes de compétences à acquérir? Est-ce que l'apprentissage au quotidien que tu nous as décrit pour toi, ça fait le job? Ou alors, est-ce que tu te dis, tiens, pendant 6 mois, il faut que sur telle cible ou telle compétence, je ne peux pas me contenter d'être moyen, et du coup, tu cibles certaines compétences et tu en exclus d'autres. Comment ça se passe dans ta tête? Ouais, absolument. Il y a des choses comme ça. Par exemple, tout 2000, je sais plus si c'était 2019 ou 2020, je me suis dit, il faut que je m'améliore en copywriting. Ah, Donc, le voilà. copywriting, c'est l'idée d'écrire des choses impactantes pour vendre. Et j'étais nul. Et donc, j'ai effectivement ciblé ça. J'ai embauché un copywriter et j'ai collaboré de très près avec lui pour comprendre comment il fonctionnait. J'ai lu 4-5 bouquins sur le copywriting. J'ai suivi un cours sur Internet sur le copywriting. Et aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui me disent, ah, tes emails, ils sont vachement bien, ils donnent super envie. Je pense que j'ai atteint mon objectif. On peut toujours s'améliorer. D'ailleurs, il y a quelques bouquins que j'ai achetés et que j'ai pas encore lus, donc ça fera partie de voilà. Mais je me suis dit, je m'améliore en copywriting. Là, tu vois, il y a un an, je me suis dit que j'étais pas assez bon en macroéconomie, alors que c'est quand même hyper important. Et donc, je me suis dit, bon, je vais m'améliorer en macroéconomie. Donc, je me suis acheté un énorme bouquin de fac d'éco qui s'appelle Principes d'économie, qui est écrit par un des plus grands économistes français, que je me lis. Là, je suis en train de lire Ray Dalio, Big Debt Crisis, donc sur les crises toutes les crises de la dette des 150 dernières années. Donc, c'est pas le plus facile à lire, mais bon, voilà. Donc, effectivement, je me fais un peu des thèmes. Et ça ne veut pas dire que je lis que ça. Entre-temps, je peux lire un bouquin sur autre chose, etc. Mais je me fais des thèmes. Donc, j'ai pensé au copywriting. Là, je suis beaucoup monté en compétences depuis un an sur la macroéconomie. Et ça commence à aller mieux. Ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas quels seront, si tu veux, les thèmes de demain dont j'aurai besoin. Je ne peux pas te dire, en 2021, je vais apprendre ça. Mais en tout cas, oui, effectivement, dès qu'il y a un ou deux thèmes qui me parlent, je vais très très vite essayer d'aller monter en compétences, notamment de voir quels sont les bouquins de référence. Moi, je crois beaucoup aux bouquins maintenant et à la lecture. Quels sont les bouquins de référence dans ce domaine? Tu vois, par exemple, j'ai aussi voulu faire du dev perso. Et donc, j'ai acheté quelques bouquins de dev perso sur effectivement la productivité, l'organisation, le mindset, etc. Et aujourd'hui, voilà, j'ai un mindset ici, une productivité de dingue. Voilà. Donc, c'est par thème comme ça. Ok. Voilà, dans les dernières questions, parce que du coup, ça correspond aussi à ce qu'on a vécu un peu chez Léonis. J'ai des questions, pas spécifiquement sur cette interview, mais globalement, c'est quand on vend un produit, donc comme tu l'as fait depuis un moment, et que du coup, on augmente les tarifs, ou toi, tu l'as fait sur une proposition complémentaire. Donc déjà, je vais être clair, tu as eu les couilles de le faire. Donc, de proposer au même client, tu vois, parce que dans beaucoup de business, on dit oui, ok, tu augmentes tes prix, mais pour les nouveaux clients, pas les anciens. Du coup, toi, tu as pris le risque de proposer des choses aux clients habituels. Donc, est-ce que tu peux nous dire, voilà, comment tu as envisagé le risque, je sais, je suis bien placé pour le savoir, comment tu as écouté les gens et quelle a été tes priorités entre je prends le risque et si ça marche pas, comment je fais pour ne pas perdre la confiance des gens? Est-ce que tu peux nous dire un peu ça? Parce que il y a tellement d'entrepreneurs qui sont là-dedans. Écoute, très franchement, j'ai pas trop pensé au risque. J'ai été un peu comme une tête brûlée. C'était clairement une erreur. Et donc, j'ai pas spécialement pensé au risque. Moi, j'étais persuadé que ça allait fonctionner. Et c'est d'ailleurs une belle leçon pour moi d'humilité, c'est-à-dire que j'avais beaucoup échoué avant, et puis là avec Léonis, ça fait 2-3 ans que tout me réussit, c'est formidable. Que c'est que d'échouer. Voilà, ça fait 3 ans. Non, mais ça fait 3 ans que j'ai eu un succès assez chouette, si tu veux. Et donc effectivement, j'étais trop sûr de moi, j'ai pris une belle claque dans la figure. Donc j'ai pas envisagé le succès, l'échec du truc. Et donc j'avais pas mis en place. Enfin, tu me demandes comment je ferais, comment j'avais prévu de regagner la confiance si ça marchait pas, etc. J'avais pas réfléchi. C'est Okay. sur le coup, tout d'un coup, je me suis pris ça. Je me le suis pris en pleine face et ça a été assez difficile pour moi à avaler, hein, forcément. Tu vois, d'un coup comme ça, situation d'échec, situation de malaise, de mécontentement, etc. de la part de beaucoup de mes clients. Donc c'était très très compliqué. À nouveau, j'ai été très bien entouré, très bien conseillé et effectivement, c'est l'un de mes advisors qui m'a fait entendre cette solution de finalement faire un rétropédalage et revenir en arrière en disant OK, je me suis trompé,
mea culpa, pas de problème. Et en fait, ce qui a vraiment fait mouche, c'est il m'a dit, bah, est-ce que tu préfères pas maintenir intact ton premier business qui a tellement de succès, qui marche très bien, au prix de sacrifier un deuxième business beaucoup plus petit, plutôt que de vouloir faire un deuxième business plus petit, mais de sacrifier le premier ou tout, voilà. Et c'était hyper logique. Il a su trouver les mots pour me le dire. Je me suis dit, bah oui, ce qui est important, c'est de maintenir le business Léonis dans son état tel quel. C'est ça qui a de l'importance. C'est ça voilà. Donc, c'était pas facile à faire, mais en y réfléchissant bien, si on met l'ego de côté, c'était évident qu'il fallait faire ça. Et donc, si tu veux, ça aussi, ça fait partie de voilà le mindset, la lecture, et c'est ce que toutes ces années m'ont appris, c'est que l'ego a rarement sa place dans le business. Et Dieu sait que le mien, il est surdimensionné pourtant, mais voilà, c'est une bonne leçon de le mettre complètement de côté et de dire oui, c'est ça qu'il faut faire. Et donc, si c'est ça qu'il faut faire, je l'ai fait dès que je l'ai compris, je l'ai fait immédiatement et on est passé à autre chose. Et finalement, tout le monde m'en a remercié, donc ça s'est plutôt bien fini. Ok. Moi, je sais pas si, de mon point de vue, enfin, je vois qu'on n'a pas la même définition de l'ego parce que moi, c'est pas du tout ce que je vois chez toi parce que quelqu'un qui a beaucoup d'ego, il va beaucoup chercher à prouver qu'il a raison. Je sens pas du tout ça chez toi. Pour moi, il y a une différence entre l'ego et avoir l'ambition de changer le monde, de permettre à des gens, tu vois, d'avoir une vie meilleure. Pour moi, ça, c'est pas du tout de l'ego. Tu vois, là, ce qui est écrit. Nous, les gens qui sont atypiques family, ils aiment bien les gens différents. Ils aiment bien les gens aussi où l'humain est vraiment central, tu vois. Et du coup, on voit Gabrielle est une machine de guerre très sympathique. C'est gentil, merci. Mais c'est ça. Moi, j'adore l'ambition. Je veux dire, sans ça, tu pourrais pas convaincre, tu vois, les gens à Silicon Valley qui savent même pas que la France existe. Tu vois. Donc pour moi, ça, c'est pas du tout de l'ego. En tout cas, alors il y a un bouquin qui s'appelle Ego is the Enemy qui est sur ma liste de lecture, je l'ai pas encore lu. En tout cas, voilà, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Peut-être qu'aujourd'hui ça se ressent pas, tant mieux, j'ai réussi. Je pense qu'étant plus jeune, plus fougueux, c'était vraiment très important. Je voulais aussi montrer, si tu veux, que j'étais le plus fort, machin, etc. Mais voilà, je suis pas très vieux, mais en vieillissant et en mûrissant, oui, on apprend à mettre ça au second plan. Et je suis ravi, je suis en bon chemin si tu trouves que voilà, je suis en bon chemin. Je continue. Ah bah ouais, pour moi, c'est ça. C'est l'ego, ça aurait été de rester sur la mentalité que tu disais. Alors que là, en fait, bah, tu as une énergie de dingue. Et ce qui serait de l'ego, ce serait de retenir cette énergie-là pour ne pas prendre des risques, pour valoriser plutôt le fait d'être accepté plutôt que d'assumer ta singularité. Cool. Ok. Voilà, qu'est-ce que tu as envie de donner, soit un dernier conseil sur l'entrepreneuriat, soit sur le monde que tu connais super bien, qui est l'investissement, ou les deux, mon capitaine, soyons fous. Bah, écoute, oui, plus peut-être sur l'entrepreneuriat parce que l'investissement, ça concerne moins de monde. Oui, moi, je peux donner un truc très pratico-pratique. On voit partout sur Internet des gens qui disent que pour réussir, il faut faire de la publicité. La pub Facebook. Tu fais de la pub qui va renvoyer vers une landing page, vers un webinaire, vers ce que tu veux. Et tout le monde, quasiment, t'enseigne, voilà, tu fais de la pub et ton business, il va fonctionner. Et c'est hyper décourageant parce que pour avoir essayé plein de fois, franchement, et tous ceux qui sont là le savent, 9 fois sur 10, ça marche pas. Hein. Tu fais ta pub et c'est pas du tout rentable. T'as paumé 50 euros, 100 euros ou plus et t'es pas du tout rentré dans tes frais. Et donc, un conseil que je pourrais donner, c'est ne négligez pas l'organique. L'organique, c'est le trafic gratuit. Ça peut être le blog, ça peut être la newsletter, ça peut être, comme pour moi, YouTube. Moi, 95% de mon business, il vient de YouTube. C'est difficile, l'organique, c'est long. C'est un travail sur le long terme. Ça va prendre 1 an, 2 ans avant de décoller. Mais une fois que ça a décollé, ça peut être une vraie machine de guerre, justement, pour reprendre ce terme. Et donc, ne négligez pas l'organique. Ne voulez pas ne courez pas après des résultats immédiats. Ça marche pas. Ça n'existe pas. Personne, mais les gens qui te vendent des résultats immédiats, voilà. L'organique, alors c'est ça qui est bien avec la pub, c'est qu'on se dit ah bah oui, demain je fais ma pub et après-demain je suis millionnaire. Bah oui, non. Donc l'organique, ça prend du temps, mais ne négligez pas vraiment l'organique et le pouvoir que ça peut avoir. Voilà. Ok. Bon, écoute, comme je disais, j'ai pas eu d'effort à faire pour que tu nous livres ce que tu penses qui est vrai. Effectivement, donc je suis pas le seul. Ça, moi, je suis pas surpris parce que je te connais depuis un petit moment, mais les gens qui te découvrent ont bien senti l'énergie, l'ambition.
toute la niaque qu'il y a derrière ça. Je suis ravi que cette interview ait pu refléter ça. Et où est-ce qu'on te trouve, cher ami? Fnac, Amazon, librairie. Ok. Et du coup, tout est fermé, donc je crois qu'il reste que Amazon, non, c'est ça? Oui, sûrement que la Fnac a dû avoir l'avenant là il n'y a pas longtemps. Et donc, ok. Amazon, ok. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Écoute, il y a quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, parce qu'il y a écrit Facebook User qui demande si je fais du sport et de la méditation tous les jours. La réponse est oui. Donc, ça aide effectivement à avoir un haut niveau d'énergie. Le sport, c'est quotidien. La méditation, ça dépend. Pas forcément quotidien, mais plusieurs fois par semaine. Et moi, étant ingénieur, je croyais que quand j'ai entendu la première fois, je me suis dit, mais la méditation, qu'est-ce que c'est que ces âneries, etc., etc. Scientifique, ça. Ouais, non mais alors c'est faux parce que scientifiquement, il y a beaucoup de choses qui ont été prouvées finalement, mais je sais pas, mon côté cartésien, je me disais la méditation c'est des conneries et j'adore ça, c'est un régal et je passe toujours des bons moments et je ressens même que j'en ai besoin souvent, donc extraordinaire, je vous le conseille vraiment. Cool. Ok, allez, le livre qui t'a le plus marqué, puis on en finit là. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est pas très original. Je vais essayer de t'en donner quand même deux, parce que celui qui m'a plus marqué, c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Le problème, c'est que c'est pas original. Et si je devais, écoute, je vais en citer un sur autre chose que j'ai lu récemment, qui est de Scott Galloway et qui s'appelle Happiness quelque chose. Attends, je vais te le retrouver sur Google. Ça n'a rien à voir, c'est pas du business, mais c'est pour justement changer un petit peu de tous ces livres. The Algebra of Happiness, voilà. Et il doit exister en français, l'algèbre du bonheur, j'imagine. Un livre très court que j'ai lu le mois dernier et que j'ai trouvé vraiment très très chouette sur justement aller au-delà du business, le bien-être, le bien vivre, être avec ses proches et ce qui compte vraiment dans la vie. Voilà. Ok, ben je te remercie vraiment. Je suis pas le seul. Et donc là, apparemment, c'était la première interview qu'on faisait un soir à 17h. Donc apparemment, c'est pas là où il y a le plus de monde, mais il fallait essayer pour le découvrir. Je sais qu'il y aura du monde en replay, c'est pas grave. Sont hyper suivis en replay. À chaque fois, on a minimum 300 commentaires. Donc voilà, je ne sais pas, je te reposerai la question, je viendrai te regratter peut-être dans 1 an ou 2 pour que tu nous reparles de comment ça a avancé. Si tu veux, ouais, bien sûr, avec plaisir, quand tu veux. Parce que voilà, tu délivres, tu envoies la sauce, c'est exactement ça qu'on aime, c'est exactement comme ça qu'on va essayer de faire mentir les statistiques en entrepreneuriat. Donc vraiment, je te remercie beaucoup. Merci beaucoup les amis d'avoir été là. Merci pour vos questions. Ouais, merci pour tous les commentaires et de nous avoir suivis en live. Merci Nicolas de m'avoir invité, évidemment. Je reviendrai avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci Gabriel, merci les amis. Ciao, ciao. Bye bye.